Un, deux. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le retard. C'est la tempête ici. C'est clairement la tempête. Du coup, le temps de rentrer à pied, forcément, puisque j'étais parti à pied. De me sécher un peu, tout ça. Bon, bah voilà, hein, on est en retard. Que voulez-vous? C'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous ne vous envolez pas. Parce que ici, on peut. Bon, on est mercredi, jour de sortie des films au cinéma. Et donc on va attaquer tout de suite avec un premier film, Terrifier 3, Terrifier 3. La bande-annonce, attention, voilà, faut s'accrocher. Le film est carrément interdit aux moins de 18 ans. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Ça pose l'ambiance, je pense que c'est terriblement trop sanglant, terriblement trop tout. Euh, Je sais plus qui m'a demandé si on allait le passer. C'est Fanzi qui m'a demandé si on allait le passer. La réponse est non. Interdit au moins de 18 ans, on va payer de la TSA euh, supplémentaire et tout. Ce sera pas de la TSA à 12, ce sera de la TSA à plus cher. C'est chiant. Enfin bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Puis alors, ça doit être des informations très 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 intéressantes. Je vous l'assure. On prend les mêmes, on recommence, comme l'indique son titre. Terrifier 3 est le troisième film de la saga horrifique Terrifier. J'avais dit que c'était intéressant. Damien Léon, réalisateur des deux précédents longs métrages, est toujours derrière la caméra de cette trilogie qui met en scène le sadique clown Art. La suite d'un succès massif, si Terrifier n'a pas connu les honneurs d'une sortie cinéma et est resté longtemps inédit dans l'Hexagone, moi je savais même pas qu'il y avait un 1 et un 2. J'ai appris en préparant l'émission qu'il y avait un 3. Sa suite, elle a bénéficié d'une sortie dans nos salles en janvier 2023, portée par le succès du film Outre-Atlantique. En effet, Terrifier 2 a provoqué des réactions extrêmes chez certains Américains qui se sont évanouis ou ont vomi dans les salles de cinéma. Un enfer! Un buzz qui a été bénéfique et lui a permis de se hisser dans le top 10 du box-office US, récoltant 15 millions de dollars de recettes pour un budget de 250 000 dollars. Ah ouais, ça va. En comparaison, Terrifier 3 avait coûté 35 000 dollars et en avait rapporté 76 000. Ce qui était honorable aussi, sachant qu'il n'y a pas eu de sortie salle. Mais alors, le coup, alors surtout ça là. Moi, ça, faut pas qu'il y ait des gens qui vomissent dans la salle parce que j'en rajoute. Art le clown, la première apparition du clown Art date de 2008 dans le premier court-métrage de Damien Léon, Le 9e cercle. Il fait revenir le personnage dans un autre court, Terrifier en 2011, puis dans sa version longue et sa suite, mais aussi dans le long-métrage All Hallows Eve en 2013.
Le Père Noël est une ordure, alors que les 2 précédents volets se passent durant Halloween. Et c'est vrai que ça correspond mieux. C'est la période de Noël que se déroule Terrifier 3. Avant lui, d'autres films d'horreur ont eux aussi choisi de prendre le contre-pied de l'esprit chaleureux et familial habituellement associé à cette fête. Parmi ceux-là, on peut citer Black Christmas, 12 nuits sanglantes, et ses suites Silent Night, Krampus ou encore le français 3615, Code Père Noël. Je connais pas. Ouais, j'en connais aucun en fait. Mais c'est pas mon type de film, donc j'en connais aucun forcément. Le choix de l'indépendance. Damien Léon a révélé qu'après le succès surprise de Terrifier 2, plusieurs gros studios se sont montrés intéressés pour produire l'épisode 3, mais le réalisateur a décliné toutes les offres, convaincu qu'il y perdrait sa liberté artistique et qu'il serait contraint de limiter les effets gore, en particulier pour la scène d'ouverture qu'il qualifie de très controversée. Et alors, fais voir, le Terrifier 2, il était déjà... Non, il était que interdit aux moins de 16 ans. Et le Terrifier 1, non, ça c'est le court-métrage, 2016. Ah bah oui, vu qu'il était en VOD, ils mettent pas les interdictions. Et est-ce qu'on a le budget de celui-là, du coup? Parce que bon, ils nous disent le budget des précédents. Mais je serais curieux de savoir si du coup il a eu beaucoup plus ou... Non. Non, non, non. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, on ne saura pas. Allez, on passe au film suivant. Lee Miller. Alors, j'ai pas. Pourquoi j'ai pas la bande-annonce? La bande-annonce. Hop. Donc, Lee Miller. You must be Lee Miller. It's a war zone, Colonel. Just Lee is fine. Just Lee. We don't send women to combat. Well, that's a problem, because I'm here. Welcome to Vogue magazine. I hear you're the woman to see about a job. Audrey Withers. Yes, I am. I've seen your photographic work. You're really very impressive. You dislike anyone who questions you. Especially when you know you're wrong. And you have secrets. Many. That you'll never share. I'm never wrong. That's our Lee. It happened so slowly. Yeah, kind of overnight. We woke up one morning, and Europe was at war. Only non-military access for women. I just want to do my part. Why should the men get to decide what that is? I'm heading to the front. Ready to go? That's not what I thought you were gonna say. We drove into the worst of it all. I need a light over here. Here. I stay away from that window. They got snipers. They're gone. Everyone's gone. There are different kinds of wounds. Not just the ones you can see. Where are my pictures? You didn't print them. The ministry thought they may disturb people. People need to move on. Move on. Move on. This little girl in a death camp. How does she move on? How does she move on? Ever. It wasn't like something I'd heard about or imagined. It was real.
on est dans une autre ambiance que Terrifier 3, mais il met une belle ambiance. On n'a pas envie d'arriver à la fin de la bande-annonce. Oui, du coup, j'ai complètement loupé de récupérer. Agenda des sorties, Took. Oui, Took, précédent. Merci. Et sur l'affiche, moi, j'avais pas reconnu que c'était Kate Winslet, à vrai dire. Voilà. Ça, en parlant avec un collègue d'un autre cinéma, où il m'a dit, mais t'as vu, c'est Kate Winslet. Mais non. Eh ben si. Ça souffle dehors. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Lee Miller est présenté en avant-première mondiale lors du Festival international du film de Toronto, le fameux TIFF, en septembre 2023, mais ne sort qu'un an plus tard en salle. Une pionnière de la photographie. Oui, parce que c'est donc inspiré d'une histoire vraie, on l'a compris. Lee Miller est un long métrage consacré à Elizabeth Lee Miller, ex-mannequin devenue photographe de guerre, reconnue pour le magazine Vogue. Elle a été l'une des premières à témoigner de l'horreur des camps, en se rendant avec l'armée américaine à Buchenwald et à Dachau, à leur libération en avril 1945. Et ça, effectivement, elle parle des personnes dans les camps dont les blessures ne sont pas forcément visibles, mais aussi bien dans les services presse que dans les bataillons, il y en a qui en sont ressortis traumatisés à vie des camps quand ils ont découvert ce qui s'y passait. Tendance Miller. Oublié du grand public depuis plusieurs années, le nom de Lee Miller a refait surface ces derniers temps dans le film Civil War, dans lequel le personnage de Kristen Dunst, reporter de guerre, est une grande admiratrice de la photographe. Projet d'une vie, c'est en 2015 que Kate Winslet entend le nom de Lee Miller pour la première fois. Passionnée par la cuisine, elle reçoit un appel d'un ami, chercheur dans une maison de vente aux enchères, qui lui parle d'une table ancienne de 8 places ayant appartenu à Annie Penrose, la belle-sœur de Roland Penrose, époux de Lee Miller. L'actrice en fait l'acquisition et souhaite en savoir davantage sur la photographe. Fascinée par son parcours, Kate Winslet ne comprend pas pourquoi aucun biopic n'existe sur elle. Elle contacte finalement Anthony, le fils de Lee Miller, et Roland Penrose pour lui parler du projet. Il lui montre des cartons pleins de scénarios envoyés par des hommes à qui il n'a jamais répondu, jugeant qu'aucun n'est parvenu à comprendre sa mère. Par la suite, l'actrice a collaboré avec lui et a pu avoir accès à des archives rares pour comprendre les principaux enjeux de sa vie. Elle a mis 8 ans avant de concrétiser son rêve. Essuyer des refus, il a été très difficile pour Kate Winslet, également productrice du film, de trouver un réalisateur tant elle a essuyé de refus et des remarques désobligeantes, comme elle le raconte au magazine Vogue. À la limite que tu refuses parce que tu ne te sens pas de mener un tel projet d'une telle ampleur avec un personnage fort, mais pourquoi des remarques désobligeantes? J'ai même eu un réalisateur qui m'a dit « Écoute, tu fais mon film et je fais en sorte que ton petit projet soit financé. » Petit, nous avons eu aussi de potentiels investisseurs masculins nous demandant « Dites-moi pourquoi dois-je apprécier cette femme ?» Ok. Ok. Elle a finalement choisi Hélène Curas, une célèbre directrice de la photographie que la comédienne a rencontrée en 2003 sur le tournage d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Hélène Curas signe avec Lee Miller son premier film de fiction en tant que réalisatrice. Et c'est un bel hommage que ce soit une directrice de la photographie qui fasse ce film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... L'antibiopic, Kate Winslet et sa coproductrice Kate Salomon n'ont pas souhaité faire un film retraçant la vie entière de Lee Miller, de sa naissance à sa mort. Elle s'intéresse ainsi à 10 années charnières de sa vie, au cours desquelles elle a été notamment correspondante pour Vogue durant la Seconde Guerre mondiale. Pour imbriquer tous les éléments de sa vie, durant cette période, les scénaristes Liz Hanna, Marion Hume et John Colley ont imaginé que le personnage de Josh O'Connor, un journaliste qui interviewe Lee Miller à la fin de sa vie, permettant le flashback. Blessure de guerre. Le premier jour du tournage, Kate Winslet a violemment chuté sur le dos, lui causant 3 hématomes sur la colonne vertébrale. Cette blessure l'a empêché de répéter certaines scènes, au cours desquelles elle devait apparaître seins nus ou en soutien-gorge. Vous savez, j'ai dû être sacrément courageuse pour accepter d'exposer mon corps sans préparation et de ne pas avoir exigé de tout cacher, relate-t-elle à Vogue en septembre 2023. Elle a eu ainsi du mal à se mouvoir, mais cela a servi son personnage car Lee Miller elle-même souffrait de problèmes de dos. Après avoir obtenu l'accord d'Anthony Penrose, le fils de Lee Miller, ce sont les véritables photographies de sa mère qui figurent dans le film.
De même, le chef costumier Michael O'Connor a eu l'opportunité d'avoir accès aux authentiques vêtements de la photographe, et tout cela de manière complètement hasardeuse. Il raconte, c'est grâce à notre découverte inattendue de plusieurs cartons chez Farley, qui étaient étiquetés morceaux de tissu et qui en réalité contenaient plusieurs vêtements de Lee Miller. Alors ça par contre, comment tu le sais? En outre, les couturiers de Savile Row, une rue de Londres où Lee Miller faisait tailler son propre costume, ont reproduit son uniforme militaire à l'identique. Casting franco-américain, parmi les acteurs américains de la distribution comme Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Cecil Beaton, plusieurs actrices françaises figurent aussi au casting. La distribution comprend ainsi Marion Cotillard, que Kate Winslet a rencontré sur le tournage de Contagion de Steven Soderbergh en 2011. Ah ouais, Marion Cotillard a joué dans un Soderbergh. Je ne me rappelais pas. Zita Andro et Noémie Merlan répondent présents bien avant de choisir Hélène Curas à la réalisation. Kate Winslet avait déjà la distribution en tête et a contacté chacun des acteurs directement. Tous ont donné leur accord 2 ans avant le début du tournage et ne se sont pas désistés. L'argentique dans les mains, pour reproduire le plus fidèlement possible les gestes de Lee Miller, Kate Winslet a consulté un spécialiste de Rolleiflex, l'appareil photo dont se servait la photographe. En outre, il était chargé avec une véritable pellicule argentique. Travailler en confiance, chaque chef de poste a un lien particulier avec Kate Winslet, qu'il soit amical comme la chef décoratrice Gemma Jackson, ou issu d'un ancien tournage à l'image de la chef coiffeuse et maquilleuse Ivana Primorac, rencontrée sur The Reader de Stephen Daldry en 2008. Aux 4 coins de l'Europe, le tournage a démarré à Kupari, en Croatie, en septembre 2022, et a duré 9 semaines. Ils ont notamment repéré un hôtel délabré détruit pendant la guerre de Yougoslavie dans les années 90 et qui a servi de décor. Mais l'équipe a également tourné dans d'autres villes d'Europe, à Budapest pour figurer les rues de Paris, l'appartement de Hitler, mais aussi dans une authentique base militaire pour tourner les scènes du camp de Dachau, à Londres pour les bureaux de Vogue, mais aussi dans une villa au sud de la France. Ça tourne. Le premier jour de tournage était consacré à la scène d'ouverture représentant Saint-Malo, assiégé en 1944. C'est aussi ce jour-là que l'équipe a pu découvrir Kate Winslet sous les traits de Lee Miller, ce dont se souvient le directeur de la photographie, Powell Edelman. C'était stupéfiant de l'avoir dans son uniforme militaire, couvert de poussière, en train de mitrailler avec son Rolleiflex, tandis que les belles sifflaient autour d'elle en le voyant avec ses ongles et ses cheveux crasseux en train de courir parmi les décombres et de prendre des photos tout en se faisant tirer dessus. J'ai tout de suite perçu le degré de réalisme qu'insufflait Kate à son rôle et son investissement total. Come on Vogue, la chef décoratrice Gemma Jackson a trouvé de véritables couvertures de l'époque du magazine Vogue, ça doit quand même pas être trop difficile, qui étaient dessinées et peintes à la main et s'en est servi pour le décor du film. Montrer l'horreur, la scène la plus complexe à tourner a été celle du camp de Dachau. Pavel Edelman a pris la décision de désaturer les couleurs pour faire un effet noir et blanc semblable aux photographies de Lee Miller. En outre, la séquence a été tournée avec une Steadicam pour être au plus près des pas de la photographe autour des esclaves. Un cliché mythique, l'un des clichés les plus marquants de Lee Miller, la présente dans la baignoire d'Adolf Hitler, alors qu'il s'est suicidé peu de temps auparavant. La film reproduit la scène, mais l'appartement choisi pour le décor ne possédait pas de salle de bain. Elle a donc été construite et reproduite à l'identique par rapport à la photo. D'ailleurs, la photographe Annie Leibovitz était présente sur le plateau lors du tournage de la scène pour Vogue. C'était un moment méta de voir Annie Leibovitz photographier Kate Winslet sous les traits de Lee Miller, qui elle-même se prenait en photo. On a réuni des femmes avant-gardistes pour l'occasion, raconte Hélène Curas. Voilà. Mais Kate Winslet, on le sait, s'investit beaucoup dans tous ces rôles, donc c'est pas étonnant de voir jusqu'où elle a été pour ce film. On passe au film suivant, Le Robot Sauvage. J'ai dû être dérangé à ce moment-là, parce que du coup, il manque des bandes annonces. Hop. Comme ma mère. Le Robot Sauvage, on regarde la bande-annonce.
incident. À 3h00, un lot de robots Universal Dynamics a été perdu en mer dans un typhon. Les chances de pouvoir les récupérer sont faibles. Avez-vous besoin d'assistance? Agression détectée. J'ai compris votre problème. Analyse linguistique. Tu dois piger comment ça fonctionne sur cette île. Bonjour. Les oiseaux s'attachent à la première chose qu'ils voient. Comme c'était toi, maintenant tu es sa mère. Je n'ai pas le programme adapté. Personne ne l'a. Il doit apprendre à nager et à voler. Nager, c'est fastoche. Je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris. Nage! C'est un avorton. Ses chances de s'en sortir sont pas terribles. Je le protégerai. Il doit quitter l'île avant l'automne. Attention! C'est plus dangereux pour lui que pour n'importe qui d'autre. Mais il peut y arriver s'il compense la petite taille de ses ailes par la grandeur de son cœur. J'ai eu un mal fou à te retrouver. Tu es défectueuse. Je me sens bien. Tu n'es pas conçue pour ressentir quoi que ce soit. Maman? Non! Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Je vous protégerai tous. Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi. Je suis déjà chez moi. Je suis un robot sauvage. Voilà. Par les créateurs de Dragon. Oui, les premières séances, là aussi bien l'avant-première que cet après-midi, de très bons retours des familles. Donc vraiment un film à découvrir. Ça tombe bien, en plus c'est les vacances. Film suivant, The Apprentice, qui s'intéresse à la vie de... Excusez-moi, je croyais qu'on avait frappé. De Donald Trump, synopsis, parce qu'on n'aura pas la bande-annonce, véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain. The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Voilà. Alors, la bande-annonce, vous irez la voir. Mais, voilà. Hein. Ça suffit d'une fois, Deadban. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film qui a été présenté au Festival de Cannes 2024? Plus qu'un biopic, le film n'est pas un biopic sur Donald Trump, mais narre plutôt la relation qu'il a tissée avec son mentor, l'avocat Roy Cohn, qui a décelé rapidement le potentiel du futur milliardaire, comme Ali Abbasi. Ah bah, vous allez voir que je me suis chopé un rhume. Comme Ali Abbasi l'explique, on ne s'intéresse pas aux moindres détails de sa vie, de sa naissance à nos jours, on a cherché à raconter une histoire très spécifique à travers sa relation avec Roy, et à travers celle de Roy avec lui. Un titre évocateur, le titre de film The Apprentice renvoie à une célèbre émission de télé-réalité outre-Atlantique sur la chaîne NBC dans laquelle Donald Trump fait passer des entretiens d'embauche à plusieurs candidats pour intégrer son entreprise. Une émission iconique pour son désormais célèbre « You're Fired », tu es viré, lancé par l'ex-président des États-Unis, aux postulants éliminés. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Une sortie US compromise. Ah bon? Mais pourquoi? Présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes, The Apprentice peine pourtant à trouver un distributeur aux États-Unis. Même les plateformes comme Netflix ou Apple TV se montrent frileuses. Oh, c'est étonnant.
La raison, la menace de procès émanant du porte-parole de Donald Trump qui plane sur le film, les difficultés rencontrées pour obtenir un contrat de distribution s'apparentent à de la censure, a confié l'équipe de The Apprentice à Variety. À quelques mois des élections présidentielles américaines, durant laquelle le candidat républicain affrontera Kamala Harris, le contexte est d'autant plus houleux. Ce n'est pas le cas en France puisque le long métrage, distribué par Metropolitan Film Export, sortira en octobre 2024. Alors c'est quand même original que Metropolitan Film Export sorte le film en France, sachant que c'est une boîte américaine, mais que du coup ils n'aient pas le coup de jeu. Ah, je cherche mon mot. Le coup de force de le sortir aux États-Unis, c'est une boîte américaine. Est-ce que s'ils le sortent oui, c'est certainement qu'ils ne s'exposent pas à des poursuites judiciaires s'ils le sortent en France, même s'ils sont américains. Peut-être. Genèse, séduite par le scénario de Gabrielle Sherman, la productrice Amy Baer a cherché un réalisateur avec un point de vue novateur et s'est arrêtée sur Ali Abbasi, dont elle avait adoré Border. Par la suite, Gabrielle Sherman et le cinéaste se sont rencontrés à Copenhague au printemps 2019 pour discuter du scénario. Il m'a notamment dit qu'il tenait à dénoncer le système autant qu'à mettre en lumière des personnages, et ça m'a vraiment parlé, relate le scénariste. De la politique au cinéma, le scénario a été écrit par Gabriel Sherman, un ancien journaliste politique spécialisé de la droite américaine pour le New York Magazine, et qui a eu l'occasion de rencontrer Donald Trump à plusieurs reprises. Il s'est alors rendu compte à quel point Roy Cohn avait pu être un outil de taille dans sa course à la Maison-Blanche. Et c'est ce qui l'a incité à relater cette histoire. Un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel cinématographique dans cet apprentissage du jeune Trump, conduit par son mentor Roy Cohn, confie Gabriel Sherman avant de poursuivre. Cohn lui a appris à s'exprimer, à se servir de méthodes peu scrupuleuses pour conquérir le pouvoir. À l'assaut des US, The Apprentice est le premier film en anglais de l'Irano-Danois Ali Abbasi, réalisateur de Border, qui a remporté le prix Un certain regard en 2018, et des Nuits de Mashhad, très très beau film qui a récompensé l'actrice Zahra Amir Ebrahimi lors de ce même festival en 2022. Alors attendez que je vois, Border, c'était lequel? Non, je l'ai pas vu celui-là. Le nom me parle, mais... Un format par époque, Ali Abbasi a filmé la période des années 70 avec une 16 mm au format VHS pour les années 80. Référence de taille, l'inspiration de The Apprentice et le Barry Lyndon de Stanley Kubrick, puisque l'histoire de cet Irlandais peu recommandable, cherchant à s'enrichir parmi l'aristocratie européenne du XVIIIe siècle, peut rappeler l'ambition de Donald Trump. Le réalisateur a également pensé à Macadam Cowboy et Boogie Nights. En outre, la relation entre Roy Cohn et le futur maniaque convoque indubitablement une référence au Frankenstein de Mary Shelley. Retardé mais pas abandonné. Alors que le scénario était déjà bien avancé, la pandémie du Covid-19, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, a mis un frein à la production puisque durant 3 mois, les financements des films étaient quasiment à l'arrêt. 3 mois, un peu plus. C'est la raison pour laquelle Ali Abbasi a mis de côté The Apprentice pendant cette période pour se consacrer à un autre de ses projets, Les Nuits de Mashhad, sorti en 2022. Après le confinement, grâce au producteur Daniel Beckerman, The Apprentice a pu être tourné au Canada. Ah oui, ils n'ont même pas tourné aux États-Unis. Si Donald Trump a régulièrement été caricaturé dans des sketchs par des acteurs comme Alec Baldwin et même Meryl Streep, il ne s'agissait pas ici de le moquer. Au contraire, pour Ali Abbasi, il fallait montrer un jeune Trump ambivalent, séduisant, peu sûr de lui au début, mais très ambitieux. C'est la raison pour laquelle il a immédiatement songé à Sebastian Stan, qui s'est totalement immergé dans le personnage, en compulsant de nombreuses archives des années 70-80. Le roi des films, ce n'est pas la première fois que le personnage de Roy Cohn est représenté dans des films. Homosexuel refoulé qui meurt du sida dans la célèbre pièce Angels in America de Tony Kushner, Mike Nichols l'a porté à l'écran en 2003 avec Al Pacino dans le rôle. Un tournage canadien, donc ça oui on en a parlé. Dans la peau de Trump, très vite, l'équipe a été consciente qu'un mauvais maquillage pouvait faire glisser le film dans la parodie, ce qui n'était pas l'intention du réalisateur. Une fois la bonne tonalité trouvée en matière de maquillage et de coiffure, il fallait 2 heures chaque matin pour transformer Sebastian Stan. Plus le démaquillage, il ne parle jamais du temps de démaquillage. Certes, ça va plus vite,
Mais quand même, il faut en parler. Reconstituer une époque, mais pas trop. Ali Abbasi s'est entouré de chefs de poste canadiens et européens, non pas pour recréer exactement une époque, mais pour en dégager l'ambiance. Les enjeux, comme il l'explique, ce que je reproche à la plupart des reconstitutions historiques, c'est qu'elles sont trop sages, dit-il avant de poursuivre. Ce côté très lisse vous détache du contexte historique et de l'esprit de l'époque. On voulait proposer la version punk d'un film d'époque, si bien qu'il fallait conserver une certaine énergie, un certain état d'esprit, et ne pas trop s'embarrasser des détails. Une part d'impro. Ali Abbasi a poussé ses acteurs à improviser leurs dialogues et à s'exprimer sur leurs approches de telle ou telle scène. Voilà donc pour The Apprentice. On passe à un film d'un tout autre genre, lui aussi présenté à Cannes, où il a eu le prix du meilleur acteur et prix du jury, l'histoire de Suleiman, dont on regarde la bande-annonce. Tu as peur pour l'entretien? T'as pas à avoir peur. Vous voulez un coup de main? Tu sais ce que tu as vécu. Suleiman, moi, je bosse au Tata. Faut travailler. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Il y a un problème avec le compte là. Comment ça, tu me dois rien? Et si on me prend pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Voilà donc pour ce film. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Naissance du projet, Boris Lochkin souhaitait depuis plusieurs années faire un film sur ces livreurs à vélo qui sillonnent la ville avec leur sac bleu turquoise ou jaune vif, et dont la plupart sont sans papier. Le réalisateur se rappelle: l'image de ces livreurs à vélo me travaillait, je me suis demandé si je filmais Paris comme une ville étrangère, dont on ne connaîtrait pas les codes, où chaque policier est une menace, où les habitants sont hostiles, pleins de morgues, difficiles d'accès. Des HLM de grande banlieue aux immeubles haussmanniens, du centre des McDo aux immeubles de bureaux, des centres d'hébergement d'urgence aux wagons de RER, c'est bien ma ville que j'ai filmée, parfois au coin de chez moi, mais sous un angle radicalement différent. L'autre dans un film, c'est nous, le travailleur pressé qui commande son burger, le passant bousculé qui pèse contre les livreurs à vélo, le fonctionnaire qui se tient face à Suleiman. Authenticité, Boris Lochkin a voulu partir d'une base documentaire solide. Avec Aline Dalbis, ancienne documentariste devenue directrice de casting, il est donc allé à la rencontre des livreurs. Ils nous ont raconté les coulisses de leur travail, les démêlés avec leurs titulaires de compte, les arnaques dont ils avaient été victimes, les relations avec les clients. Ils nous ont parlé de leurs difficultés pour se loger, des rapports avec leurs camarades livreurs, les collègues qui ne sont pas forcément des amis. Dans tout leur récit, la question des papiers avait une place à part. Je l'ai vu notamment avec les Guinéens. Presque tous étaient ou avaient été demandeurs d'asile, et cette demande les obsédait, car avoir l'asile peut radicalement changer leur vie. Le drame pour un livreur, ce n'est plus de se faire voler son vélo comme dans Le voleur de bicyclette. Le drame, c'est d'échouer à l'entretien de demande d'asile, se souvient le metteur en scène. Tu m'étonnes. Dispositif de cinéma réel. À l'image, Boris Lochkin a choisi de travailler avec Christian Galland, jeune chef opérateur belge qui possède une double expérience de cinéma de fiction et documentaire. Le cinéaste précise: je voulais quelqu'un qui soit capable pour certaines scènes d'être seul à l'image, de cadrer et pointer en même temps, d'improviser lui-même des solutions de lumière, tout en maintenant une direction esthétique forte. Le parti pris du film étant d'adopter le dispositif de cinéma au réel et non l'inverse. Nous avons passé beaucoup de temps à chercher des décors qui nécessitaient peu ou pas d'intervention à la lumière et qui correspondaient à l'esthétique choisie pour le film. Un pareil aux couleurs saturées avec des ruptures fortes dans les teintes. Plus proche du thriller, Boris Lochkin voulait faire un film trépidant. Il a alors mis en œuvre une dramaturgie plus proche du thriller que de la chronique sociale et qui se déroule sur une durée courte. Tout au long de cette écriture, je pensais à 2 films roumains qui m'ont marqué: 4 mois, 3 semaines et 2 jours et La mort de Dante Lazarescu. Tous les deux racontent par le menu, minute par minute, les efforts d'un personnage qui se débat comme une mouche dans un bocal, en proie à un système qui l'oppresse, comme Suleiman. Durant ces 2 jours où il devrait se reposer avant son entretien, il n'a pas une minute de répit, il court, il essaie de régler les problèmes qui s'accumulent, aux prises avec le système sans pitié d'une société européenne que nous croyons douce, mais qui est terrible pour ceux qui n'en sont pas citoyens.
À la recherche de Suleiman, et ça va pas aller en s'arrangeant avec les gouvernements qu'on a. Presque tous les acteurs du film sont des non-professionnels sans aucune expérience de jeu. Avec Aline Dalbis, Boris Lochkin a réalisé un long casting sauvage arpentant les rues de Paris, à la rencontre de livreurs. Le metteur en scène se rappelle: nous avons plongé dans la communauté guinéenne et c'est finalement à Amiens, par l'intermédiaire d'une association, que nous avons rencontré Abou Sangaré, un jeune de 23 ans arrivé en France 7 ans auparavant, alors qu'il était encore mineur. Son visage, sa parole, l'intensité de sa présence à la caméra nous ont d'emblée saisi, c'était lui. Pas de musique. Il n'y a pas de musique dans le film, une volonté du réalisateur qui souhaitait faire un film sans artifice. Non pour enfermer le film dans une esthétique documentaire, mais parce que je voulais jouer à fond la partition sonore de la ville, les klaxons, les sirènes, le fracas des RER, le rugissement des moteurs. L'absence de musique nous a obligés à être plus radicaux au montage, pas de place pour des moments creux, jolis, paisibles. On avance collé à Suleiman en apnée, sans répit, jusqu'à la scène finale qui nous enferme dans le petit bureau nu de l'OFPRA. Retrouvailles. Nina Meurice avait déjà tourné sous la direction de Boris Lochkin dans Camille, où la comédienne jouait le rôle titre, une jeune photojournaliste se rendant en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Il était magnifique ce film, très dur mais magnifique. Défi technique, pour filmer le vélo, Boris Lochkin a utilisé d'autres vélos. Ça c'est original. La seule solution pour se glisser dans la circulation. Un vélo pour l'image, un autre pour le son. Oula, un vélo pour le son. Avec la perche, comme ça ne doit pas être... ouais. Moi-même, le plus souvent, je conduisais le vélo son pour rester en prise avec le tournage. Je voulais rester léger pour me glisser dans la ville, ne pas arrêter la vie, insérer le dispositif de cinéma dans le réel et amener le maximum de réel dans la fiction. Même les scènes de dialogue complexe que j'ai voulu au milieu de la vie de la ville, dans le RER, au sein de la circulation mêlée à la foule, au cœur du charbon bouillonnant, mon ingénieur du son a dû inventer des dispositifs de prise de son inédites pour relever les défis que représentait ce tournage au milieu de la cacophonie de la ville. Voilà donc pour ce film. Film suivant, on reste sur... on raconte l'histoire d'un personnage, et là, en l'occurrence, Nikki, film présenté à Cannes aussi, on regarde la bande-annonce. Et pourquoi s'arrêter de peindre sur cette partie? Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails. Je veux faire ma création à moi. Tu dois aller vers là. La poésie, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais. C'est un bon repère d'artiste, cette impasse. Donc je vous présente Nikki. Toute maigre. Attends, on va te donner à manger. Moi, c'est vrai, c'est vraiment ma maladie. En général, le traitement est si intense que jamais aucun patient n'a la force de faire quoi que ce soit d'autre. Manifestement, vous faites exception. I'm not crazy. Ah non. J'ai peur des monstres, maman. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez pas? Je sais ce que je vais faire. Vous êtes en train d'écrire une page de l'art. Alors, Nikki, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu dis pas ce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu. Il faut que tu regardes les choses autrement. Je voulais que ma vie soit difficile et excitante. Je voulais que ce soit grand. Ça va être grand, ta vie, Nikki. Voilà pour Nikki. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Pas grand-chose. Le film est présenté en sélection un certain regard au Festival de Cannes 2024. On l'avait vu sur l'affiche. Premier pas difficile. Nikki est le premier film de l'actrice Céline Salette qu'elle a écrit également, non sans quelques obstacles. En effet, la première personne à qui elle a proposé de coécrire le scénario a refusé car elle souhaitait l'écrire en 3 mois seulement. Le second, Samuel Doux, a accepté de l'accompagner le long du processus, mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Le montage a été complexe car la monteuse Clémence Diard devait travailler sur le film
Animal d'Emma Benestan sur lequel elle était engagée. Nikki a donc été terminée par son assistant monteur Alexis Noël. Genèse, c'est en découvrant une interview de l'artiste de Niki de Saint-Phal datant de 1965 sur le compte Instagram de Juliette Binoche que Céline Salette a eu l'idée de réaliser un film sur sa vie. Elle s'appuie donc sur 10 années charnières de la vie de l'artiste, durant laquelle elle va s'émanciper des conventions sociales, en l'occurrence celui d'être mère pour devenir l'artiste qu'elle est tout en fouillant dans son passé traumatique. Et voilà ce qu'on disait sur le film. Allez, on change d'ambiance. C'est les vacances, forcément. Il y a quelques dessins animés qui arrivent. Et là, c'est My Hero Academia You're Next, dont on regarde la bande-annonce. 次は君だ。この俺が象徴となる。A 組2班、直ちに現場に急行する。僕が行く。俺らも行くぞ。西地区の港の避難所に謎の発光現象。みんなの融合。崩れさせっかよ。一体何が。今のあなたは力を失ったただの人間。なんだこの個性は。私の邪魔をしてくれたヒーローのガキ様です。早く逃げて。あなたたちはお嬢様の個性がどういうものかまるで分かっていません。この力で俺はオールマイトを超える。おめえがオールマイトを語ってんじゃねえ。オールマイトには似ても似つかない。関係ない人たちを巻き込むなんてことオールマイトは絶対にしない。ダークマイト伝説の幕開けだ。ちげえよ。次は僕たちだ。あれは世界よ、もう大丈夫。俺が来た。全員で奴らを止める。A 組行くぞ。私が次を託した者たちはお前のすぐそばにいるぞ。助けよう。黙って見てられるわけないじゃないか。笑い方なんて忘れたよ。これが象徴の力。俺が憧れた象徴はただ勝てばいいってもんじゃねえ。オールマイトのように笑顔でみんなを助けるんだ。Avec le sourire, mais crie-le pas comme ça. Voilà, donc My Hero Academia qui était un succès un succès en... Je suis en train de chercher mon mot. En édition papier, pardon. Voilà, forcément, qui a été un succès en série, forcément on allait se choper des films. Allez, on passe au film suivant, Mon Petit Halloween, une série de 3 courts-métrages pour les petits à partir de 3-4 ans, qui aborde le thème d'Halloween. On regarde la bande-annonce. Vous croyez connaître Halloween, mais étiez-vous au courant que le 31 octobre, au coucher du soleil, un portail s'ouvrait et permettait aux monstres du monde d'Halloween de pénétrer dans le nôtre pour jouer des tours et s'amuser. Coucou! Alors, t'es un authentique monstre en chair et en os. Waouh! Je suis coincé ici pour une année entière. Si on veut rouvrir le portail, il faut reproduire le phénomène. Je savais pas que t'étais une sorcière. Des bonbons au hasard? C'est la maison la plus terrifiante de tout l'univers. Voilà pour faire Halloween avec les plus petits. Film suivant, on part en Amérique du Sud avec Unamor, dont on ne peut malheureusement pas voir la bande-annonce. Ah non, en Espagne, pardon. Je vous lis le synopsis. Natalia, la trentaine, se retire dans un village de la campagne espagnole pour échapper à un quotidien stressant. Elle se heurte à la méfiance des habitants, se lie d'amitié avec un chien et accepte une troublante proposition de son voisin.
Voilà. Bah, il n'y en a pas plus sur le film. On passe à une sortie documentaire, Superman, l'histoire de Christopher Reeve, dont on regarde la bande-annonce. Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man. Hands down, he was Superman from day one. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. John Houseman said, Mr. Reeve, it is very important you become a serious classical actor. Unless, of course, they offer you a load of money to do something else. He convinced me when I first met him that he would fly. Doing things with my dad, it was all about activity and action. Riding bikes, playing soccer, skiing. My dad was very competitive, and he didn't necessarily slow down. We said goodbye, and he gave this wave. That was the last time I saw him on his feet. Mr. Grieve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse. I'd ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski, sail, throw a ball to Will. Won't be able to make love to Dana. Maybe we should let me go. She came flying in, and she just yelled, "I love you. I love you." And then she said the words that saved my life. You're still you, and I love you. He and Robin were such good friends because they could match each other. Robin also had struggles that he dealt with his whole life, and I think that they both were aware of darkness. Brother Chris is fighting like crazy. When you find people who fight like that but still keep their humanity, that gives you great hope. That is tough because I can feel him, but he can't feel me. It must have been hell for my mom, too, knowing what she had lost. I felt I needed to do something, not just for myself, but for everyone else in the same condition. The fact that Superman was in a wheelchair and was willing to go public with it was huge. Help is on the way. The Christopher and Dana Reeve Paralysis Act. People are literally walking because of him. What is a hero? My answer was that a hero is someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world. Sacrée histoire, hein, que celle de Christopher Reeve. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? L'approbation de la famille Reeve. La famille de Christopher Reeve a envisagé à de nombreuses reprises, de participer à des projets qui rendraient hommage à l'acteur, mais cela lui semblait à chaque fois un peu inapproprié. Nous sommes, comme lui, toujours en mouvement, allant de l'avant, regardant vers l'avenir, et nous sommes consacrant à nos familles, nos carrières et nos passions. La rencontre avec les équipes de Passion Pictures, Misfits Entertainment et World Plus Pictures a été décisive pour les proches de l'acteur. Ses enfants Matthew, Alexandra et Will déclarent « Ce qui nous importait le plus, c'était que le film raconte l'histoire de Christopher Reeve de manière holistique et objective, en explorant sa vie aussi profondément que possible. Il était acteur, auteur, réalisateur, mais aussi activiste, athlète, aventurier, fils, mari, père. Ce documentaire est quelque sorte l'exploration de toutes les facettes de Christopher Reeve qui auront contribué à faire de lui un héros avec ou sans cape. » Et donc le film est réalisé par Ian Bonnot et Peter Ettedgui,
On leur doit le biopic McQueen sur le créateur de mode Alexander McQueen, ainsi que le documentaire Comme des phénix, l'esprit paralympique. C'est lors de la production de ce dernier que le duo a vu des images de Christopher Reeve aux Jeux paralympiques d'Atlanta. Et Ted Guy raconte, d'une certaine manière, c'était comme si l'idée d'un biopic et des droits des personnes handicapées se rejoignaient dans l'histoire de la vie d'un seul homme. Son comparse ajoute: nous comprenions l'élément biographique et nous étions enthousiastes à l'idée d'explorer un personnage aussi emblématique de la culture américaine et un important défenseur des droits des personnes souffrant de handicap. Voilà donc pour ce film. Film suivant, donc, Pas un mot, dont on regarde la bande-annonce. Welches Krankenhaus? Percy, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Ein Unfall. Sie wissen bestimmt, dass wir in der Schule Schwierigkeiten haben. Habe ich gehört. Was hat das mit Lars zu tun? Lass uns doch am Wochenende einen Ausflug machen. Was machen wir hier? Du wolltest doch herkommen. Gwen! Schaffst du das? Danke. Kannst du mir jetzt sagen, was mit dem Mädchen passiert ist? Wie soll ich das wissen? Er ist bereit einzusteigen, wenn du Montag nicht da bist. Das kannst du nicht machen. Das ist meiner! Was ist mit dir los? Mit mir? Bleib hier. Bitte, was habe ich falsch gemacht? Gar nichts hast du gemacht. Was soll ich denn machen? Lars, hör auf, du warst doch nicht dabei. Klar war ich dabei. Nein, das kann nicht sein. Ich will dir helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht! Du wusstest davon. Du hast nichts gesagt. Manchmal ist es besser, wenn man Sachen nicht ausspricht. Für wen ist das besser? Dans ce film, ça se sent, ça se sent. Alors attendez, pourquoi celle-là? Ah oui, non, hop. Passe au film suivant, dont on ne peut malheureusement pas voir la bande-annonce. On rappelle, on va éviter de se reprendre des reproches de la part de Twitch. Je vous lis le résumé. Deux jeunes sœurs, Clara et Sarah Gagnon, vivent depuis toujours à la campagne avec leurs parents au sein d'une communauté chrétienne coupée du monde. Le jour où Sarah disparaît soudainement, Clara s'effondre, persuadée de savoir où sa sœur se cache. Clara s'enfuit à son tour dans l'espoir de la ramener dans le droit chemin. Elle débarque à Montréal chez sa tante Louise, qui lui est inconnue et qui va qui va lui faire découvrir le monde qui l'entoure, le doute et le prix de la liberté. Et donc on ne peut pas regarder la bande-annonce puisqu'elle découvre aussi son corps, le plaisir et tout, donc bon, on va éviter, hein. Les deux petits articles sur le film Genèse, la co-scénariste Marika Lumo, qui a approché en 2015 Nathalie Saint-Pierre pour lui proposer un projet qu'elle avait initié à l'INIS, Institut National de l'Image et du Son situé au Canada, en 2011, inspiré par une histoire similaire survenue dans sa famille. La réalisatrice se souvient, j'ai tout de suite été happée par le sujet, mais ce qui m'a d'abord et avant tout allumé, c'est son immense potentiel cinématographique, l'idée d'embrasser le regard d'une adolescente aussi singulière que Clara, et de la suivre à travers la ville en donnant à voir sa transformation au fil de ses rencontres, alors que sa sensibilité évolue, c'est l'essence même du cinéma. À travers l'histoire de Clara, Nathalie Saint-Pierre voulait aborder le thème de l'endoctrinement. Pour elle, le phénomène sectaire était rare, mais l'élection de Donald Trump en 2016 a modifié son point de vue. Le voir devenir une sorte de gourou pour autant d'Américains a été un choc et m'a fait réaliser que l'endoctrinement, qu'il soit religieux ou idéologique, prend toutes sortes de formes
et affecte beaucoup plus de gens que je ne le pensais. On vit une époque de grande fracture sociale où il est très facile de vivre replié sur soi-même et de se voir conforté dans ses convictions. Voilà donc pour ce film. On passe au film suivant, L'homme au bâton. Ce serait dommage de ne pas regarder cette bande-annonce. On n'est pas au même niveau que les films précédents, je vous préviens. Si la kou nan dort pas, petit et grand, prends ti bas tisé, ou t'en parler des soukounians, dort lisse, ti sakoti, tourner en chien, tourner en volant, bête à mon bête. Ouais, c'est pas beau à voir. Hein. On se connaît? Maman connaît toute petite taille ici, commissaire. On a affaire à un serial killer. Un serial killer? Ici? Vendredi 7, vous avez dîné chez votre futur beau-père. Monsieur Chateaubriand, c'est plus que ça, monsieur. C'est comme mon père. Quel genre de fille c'était? Le genre à problème. Vous en êtes où avec ce double crime? Hein, parce qu'on parle beaucoup de l'homme au bâton. Attends longtemps. T'es ni. L'homme au bâton. Avouez que ça vous voir. Je sais pas avec quelle caméra ils ont tourné pour avoir une image aussi dégueulasse. À un moment, il faut mettre les mots. C'est une mauvaise compression YouTube, je sais pas. Voilà. En tout cas, sachez que ça sort aujourd'hui. Je sais pas quel cinéma vont passer ce film. Allez, film suivant, on passe à un documentaire, Les Docteurs de Nietzsche, dont on regarde la bande-annonce. Contame un poco más los síntomas que tenés acá. Es tensión. Con lo desconocido vienen dados el peligro, la intranquilidad, la preocupación. El primer instinto se dirige a eliminar esos estados penosos. La idea es que vamos a hablar un poco de Nietzsche. Ser penosa cada vez que me paso la silla, cada vez que tengo que subir la silla al auto, cada vez que entro al baño, cada vez que tengo sexo, todo el tiempo está y duele. Pero el ser humano aprende del dolor. Ahora, ¿por qué fumo? Porque soy un imbécil. ¿Está convencido de que fuma porque es un imbécil? Sí. ¿Qué creencias tiene usted sobre el cuerpo? Es complicado. Yo que creo en el cuerpo, que por favor que resista que me resista a mí. Y muchas veces me planteé, como médica, cuántos de los procesos naturales estoy interrumpiendo y me sentí incómoda. Un médico que ante la situación que tiene enfrente no juzga, es bastante difícil. Y si no quiero tener fuerza, y si me quiero deprimir, y si quiero llorar todo el día. Y aparte, lo emocional no tiene diagnóstico. Yo creo que el hospital debería ofrecer marihuana. Los médicos no sabemos nunca si nuestra forma de pensar lo ayuda al paciente o no. Por primera vez tengo miedo. Un médico me dijo que la medicina está llena de incertidumbres. De alguna manera me hace sentir más humana. Y Nietzsche le da con un caño a la moral, le da con un caño a la historia, a la ciencia, le da con un caño a la verdad.
Voilà donc pour ce film qui était prévu à la base le 5 juin et qui a été repoussé, qui sort aujourd'hui. Nouveau documentaire à l'ombre de l'abbaye de Clairvaux. On regarde la bande-annonce. En fait, il faut vivre la détention, mais pas la subir. Parce que si on la subit, en fait, c'est comme si on fait double peine. Travailler en milieu carcéral, il faut vraiment voir la personne, mais pas l'acte qu'elle a fait. On ne reçoit pas un violeur, un tueur, etc. On reçoit monsieur un tel. J'avais une haine contre la société, le système, et puis c'est resté ancré en moi, donc j'avais qu'une envie, c'était de me venger contre tout. On protège la société, mais souvent on nous dit aussi qu'ils seraient morts s'ils n'avaient pas été incarcérés. Rester sans rien faire, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je m'ennuie, et dès que je commence à m'ennuyer, après, je veux foutre le bordel, je le sais d'avance. Une personne détenue, pour moi, c'est quelqu'un que vous mettez sur une scène, nu, avec en permanence des projecteurs qui s'éteignent jamais. C'est ça, la prison. L'imaginaire carcéral nous habite forcément un peu comme moine. Notre vocabulaire est un peu similaire. Nous parlons de cellules, nous parlons de clôture. Ce que je n'aimerais pas vivre en prison, ce n'est pas l'enfermement, c'est la communauté. En fait, on ne peut être libre qu'avec des gens libres. C'était horrible. Mais bon, moi, ce que je me disais toujours, c'est qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on les mette dehors, ces gars-là. S'ils ont l'air tellement bavés dans la prison, quand ils vont sortir, ils vont en vouloir la terre entière. Je ne suis pas encore dehors, je suis toujours en prison. Peut-être que je ne sortirai jamais de prison, mais j'ai trouvé ma liberté intérieure et je pense que c'est ça le plus important, quoi. À trop pousser la logique de la peine de privation de liberté, autrement dit l'incarcération, on finit par porter préjudice au sens même de la peine d'emprisonnement. Je savais pas que ça se faisait face à face comme ça, là, les deux, l'abbaye et la prison. Allez, film suivant, Passion interrompue. Alors, on a une meilleure qualité d'image que L'homme au bâton, mais déjà rien qu'à l'affiche, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. La bande-annonce le confirme, on la regarde tout de suite. Cet endroit est assez flippant finalement. Vu de près, ça change tout. Je ne savais pas vraiment ce qu'on allait faire. De l'urbex, Agathe. De l'urbex. Le premier étage a été refait à 70%, à côté du mât. Et avant qu'il soit totalement terminé, les proprios, ils ont disparu d'un seul coup. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qui n'aime pas le bruit? C'est tellement bizarre! Mais vous êtes où, merde? Je n'aurais jamais dû te suivre! Mais putain, tu veux quoi, toi? Mais ça marche pas! Elle est bloquée! Nathan, elle est bloquée! Elle demande le silence. Elle n'a pas le silence, elle deviendra méchante. Fallait le voir, on va pas s'attarder dessus. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant que vous attendez toutes et tous. On n'en a pas eu la semaine dernière. Cette semaine, on en a. L'instant Bollywood. Avec un premier film, Vettaian, dont on regarde la bande-annonce. मैंने 20 आदमी भेजे थे, सबको कूट डाला उसने। मैंने 20 आदमी भेजे थे, सबको कूट डाला उसने।
कौन है वो? नाम काली, और कोई जानकारी नहीं। किसी के बैठने के अंदाज से बता सकता हूँ कि उसने कितने खून किए हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है। वो एक ही था भाई, कोई हॉस्टल वार्डन है, अंगार बरसा दिया है। बस आगे आगे देखते जा, काली का खेल। किसी को भी अपने बीवी बच्चों का कोई सेंटिमेंट है तो यहाँ से अभी दफा हो जाए। मेरा खून खौल रहा है कमीनों, तुम्हें जान से मारने से भी नहीं चूकूंगा। Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, on se lit le petit résumé. Un policier à la retraite mène un combat acharné contre un système corrompu. On avait bien compris, c'était bien explicité. En plus, en anglais, pendant la bande-annonce, donc ça va. Ça, on a... Et on arrive à la dernière sortie de cette semaine du 9 octobre, avec Gigra. Et attention, on a des sous-titres incroyables. Oui, bof. Mais on n'a plus les Bollywood de quand j'ai commencé à faire cette émission, où on avait les danses, J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus maintenant l'action, violence, mais le côté sentimental, machin, tout ça, on n'a plus. C'est dommage. Les traditions se perdent. माँ को भगवान ले गए, पापा ने खुद की जान ले ली, दूर के रिश्तेदार ने पनाह दी और भारी किराया वसूल किया। छोड़ना पड़ गया सब। कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम। बहुत कम तो उड़ा देते हैं ना साली जेल की दीवारें। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, मेरी नादा बातों को सुनती है तू ही, राहों के ये कांटे भी चुनती है तू ही। अरे बच्चन नहीं बनना है, बच के निकलना है। अब तो बच्चा नहीं बनना है। तेरी सब दुआओं का हासिल हूं ना मैं, मेरे सारे ख्वाबों की गिनती है तू ही। तू मेरा चांद है, तू ही रहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। आँखों में नींद ना, मन में चैना है। एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। चल। Celle-là, elle est mignonne. C'est plein de bons sentiments. On dirait presque pas un film de Bollywood.
Un frère et une sœur sont liés par des épreuves brûlantes. Après une série de tragédies, la sœur se lance dans une quête périlleuse marquée par une douleur profonde, une force indomptable et une volonté inflexible, prête à tout pour libérer son frère. Et ben voilà. Nous voilà donc à la fin de cette émission. Il y a eu des beaux films. Des jolis films, mais c'est vrai que ouais, le côté Bollywood vraiment tradi là nous manque un peu hein, quand même sur, j'allais dire sur ces dernières semaines, mais même sur ces derniers mois, ça fait un moment qu'on n'en a pas vraiment eu. Bon, j'ai personne à aider. Une héroïne en plus, oui, ça change. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de héros principaux féminins dans les Bollywood. On sent encore le poids du patriarcat, tout ça, tout ça. Mesdames et messieurs, je vous abandonne pour ce soir. Demain non, parce que j'ai Magie Cherfi au cinéma. Mais par contre, on va se retrouver vendredi. Alors c'est vrai que j'arrête pas de retarder le moment où je vais m'attaquer à faire cette présentation sur Dragon Ball. Vendredi, faut qu'on le fasse, comme ça j'assimile bien tout, la semaine prochaine je révise mes notes, et je suis prêt pour le festival, ce sera pas mal comme timing. Voilà, j'espère qu'il y a des films qui vous ont plu. Si jamais vous voyez des films, n'hésitez pas aussi à faire des retours pendant les prochaines émissions. Et puis voilà, mesdames et messieurs, bonne soirée, et à bientôt.